Euh, Bonsoir à tout le monde. Merci beaucoup donc de votre présence. On s'excuse aussi donc de ces quelques minutes donc de retard dû à un problème technique. Voilà. Nous allons échanger aujourd'hui sur ce qu'on appelle la politique d'emploi des jeunes au Sénégal et peut-être voir un peu comment faire renaître un peu l'espoir chez les jeunes, puisque nous sommes quand même en train de vivre une situation extrêmement difficile due vraiment à la situation donc, des jeunes qui n'ont pas hésité à aller vers l'aventure donc en exposant donc leur vie, parce que si quelqu'un est prêt à prendre donc les pirogues d'infortune pour aller à l'aventure vers l'Europe où en réalité il n'y a plus d'Eldorado, ça c'est clair et net. Et ce qui est encore plus désolant, ce sont des jeunes qui ont échappé à la mort, mais qui disent qu'ils sont prêts à repartir lorsqu'ils verront encore une autre pirogue prête à les embarquer. Ce qui veut dire que vraiment il y a une perte terrible donc, d'espoir chez tous ces jeunes-là. Il faut le dire, lorsqu'on est quand même un État, la politique de l'emploi reste une priorité, surtout celle des jeunes. Parce que lorsqu'on parle d'avenir d'un pays, l'avenir d'un pays concerne les jeunes. Ceux qui gèrent ce pays aujourd'hui, en réalité, tiennent les rênes du pouvoir uniquement pour les générations futures. Donc, ils ne doivent en aucun cas ignorer, ou en tout cas sous-estimer, donc la volonté des jeunes et surtout leur désir de pouvoir trouver donc du travail, autrement dit un emploi décent. On va d'abord parler un peu de l'emploi des jeunes de manière générale, surtout qui constitue quand même un enjeu majeur pour tous les gouvernements. Le gouvernement du Sénégal ne peut pas être en reste par rapport à ce qui se passe dans le monde. Raison pour laquelle, en tout cas, qu'il s'agisse donc de ceux qui étaient là avant 2000, c'est-à-dire le régime socialiste, avec des ambitions quand même très limitées, il faut le dire. D'ailleurs, le président Wade, lorsqu'il est arrivé au pouvoir en 2000, avait trouvé le budget du fonds de promotion de la jeunesse à 200 millions. C'était très peu. Et il avait décidé même de relever ce fonds-là de 200 millions à 2 milliards. Et ensuite d'augmenter 1 milliard chaque année. Ce qui s'est passé, en tout cas jusqu'à ce que le fonds dispose de 6 milliards. C'est pour financer les projets donc, des jeunes. Ce qu'on a constaté surtout, c'est que malgré en tout cas cette volonté d'accompagner les projets donc, des jeunes, cela n'avait pas en tout cas donné des résultats escomptés. Pourquoi? Des résultats attendus. Pourquoi? Parce que simplement, on avait remarqué que dans la plupart du temps, c'était quand même des financements téléguidés, pour ne pas dire des financements avec une coloration. Sous le régime de Wade, on l'a connu. Le régime du président Sall aussi, en tout cas, n'a pas fait l'exception. Si on analyse un peu la situation, d'ailleurs, on peut retenir que ce budget qui était destiné en tout cas à accompagner à lancer les projets des jeunes ne manquait pas d'ambition tout au début, puisque si on trouve un budget à 200 millions, on en amène jusqu'à 2 milliards, ensuite chaque année on augmente 1 milliard jusqu'à quand même obtenir un montant de 6 milliards, ça veut dire que la volonté est là, incontestablement. Maintenant, qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est là peut-être là où vraiment le bas blesse, c'est là où il faudrait mener la réflexion pour savoir un peu. Parce qu'on a vu, même après ce FNPJ, il y avait la création aussi donc d'autres structures de jeunes, non? Comme par exemple l'ANPEJ. Donc, d'abord la neige, c'était la neige, donc l'Agence nationale de l'emploi des jeunes. Ensuite, il y a l'Agence nationale pour l'emploi donc, des jeunes de banlieue, ce qu'on appelle AGEP. AGEP, c'est ça, l'emploi des jeunes de banlieue. Bref, c'était en quelque sorte de la discrimination positive.
puisque les autorités de l'époque avaient constaté que c'est vrai, de manière générale, les jeunes avaient du mal, en tout cas, à trouver du travail, et ce taux de chômage a encore été beaucoup plus élevé au niveau des jeunes de la banlieue. C'est pourquoi même il fallait promouvoir l'emploi aussi des jeunes de la banlieue. En tout cas, j'en ai pas eu le temps nécessaire pour faire quand même le bilan, parce que c'est bien beau d'avoir de la volonté pour financer un projet et autres, mais au finish aussi il faut prendre le temps quand même, voilà, de faire le bilan, c'est-à-dire faire une évaluation, voir un peu ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et surtout comment faire pour apporter des correctifs. Il faut apporter les corrections nécessaires pour faire évoluer les choses. Ce qu'on avait constaté, par exemple, avec ces différentes structures qui étaient censées accompagner les jeunes porteurs de projets, c'est que le taux de remboursement est très faible. Voilà. On se souvient encore, en tout cas, lors du passage d'un ministre, donc du ministre Sambou, c'était Benoît Sambou à l'Assemblée nationale, déjà c'était en 2013, lors du vote de son budget, à l'époque qui tournait quand même autour de 8 milliards. Il faut reconnaître qu'entre-temps, ce budget a progressé, parce que au mois de décembre, ce mois-ci, c'était le 3 passé, lorsque le ministre de la jeunesse passait à l'Assemblée nationale pour le vote de son budget, je pense que ce budget tourne autour de 17 milliards, 17 milliards 400 millions, qui est passé donc de 14 milliards 800 millions à 17 milliards 400 millions, donc ça veut dire que déjà il y a une hausse de plus de 2 milliards. Et si on compare tout au début du mandat du président Macky Sall, donc c'est un budget qui a plus que doublé. On parle de 7-8 milliards, un peu moins de 8 milliards, jusqu'à aujourd'hui 17 milliards, ce qui n'est pas mal, mais il faudrait quand même encore continuer, voilà, à revoir ce budget à la hausse, conformément aux ambitions pour la jeunesse. À l'époque, le ministre nous le rappelait que, j'allais même dire, les députés l'avaient dénoncé, fortement dénoncé, qu'au niveau par exemple du FNPJ, voilà, qui en tout cas avait l'ambition d'accompagner les jeunes à réaliser le projet, le taux de remboursement tournait autour de 3%. C'est extraordinaire. On n'a pas dit 70%, 80%, il y a un taux de défaillance de 20 à 30%. Non, un niveau de remboursement de 3%. Ça veut dire simplement que les gens ne remboursent pas. Alors que si on met en place un tel fonds, ça veut dire qu'on démarre avec certains, mais le fait qu'ils remboursent, c'est ce qui facilite le financement des autres projets. Ça veut dire simplement que ce fonds n'a pas été géré avec toute la rigueur qu'il fallait. Parce que si on porte le projet et on vous finance, l'État se porte garant, ce n'est pas pour vous permettre de faire tout ce que vous voulez. Ça veut dire qu'on vous permet de financer votre projet. Ensuite, vous êtes censé bénéficier d'un encadrement, d'un suivi, voilà, pour que votre projet puisse marcher, et afin que vous soyez en mesure aussi de rembourser pour vous permettre le financement des autres. Voilà. Parce que les autres attendent. Ça veut dire qu'il faut que les premiers puissent rembourser pour que les autres aussi puissent être financés à leur tour, ce qui n'a pas été le cas. Donc c'était vraiment un laxisme notoire. C'est inacceptable, voilà, incompréhensible même, parce qu'un taux de remboursement de 3%, maintenant, ça veut dire que en moins de... pour un budget presque là où le pouvoir avait injecté depuis sa création plus de pratiquement 6 milliards, je répète, le remboursement n'a pas dépassé les 3%. Ça veut dire que la plupart des projets financiers n'ont pas connu de succès. Donc c'était un véritable gâchis. Voilà. Maintenant, il faudrait discuter un peu des raisons. Qu'est-ce qui explique que ces projets n'ont pas connu de succès, étant donné qu'on avait l'habitude d'entendre parler qu'on ne finançait que les projets fiables et viables. Je pense que c'est ce que le gouvernement communiquait. Si tous les projets financiers étaient vraiment fiables et viables, on devrait frôler les 100%, ce qui n'a pas été le cas. Voilà. Je pense que ça veut dire qu'il n'y avait pas de rigueur dans le recouvrement. Et
n'a pas besoin de porter les gants aussi pour le dire. La plupart des jeunes qui bénéficiaient de ces financements aussi étaient donc des jeunes politiques. Je ne dis pas que les jeunes politiques n'ont pas le droit de bénéficier des financements. Personne n'ose le dire, puisque ce sont des jeunes Sénégalais comme tout le monde. Au contraire, ils en ont pleinement le droit. D'autant plus que ce sont des jeunes engagés. Donc c'est très important d'être engagé pour son pays. Parce que c'est ça aussi. Il faut faire de la politique, il faut s'activer, ce qui n'est pas mal, puisque dans tous les cas, soit vous êtes acteur, soit vous subissez l'action politique. Donc, en tant que jeunes, s'ils s'engagent, déjà, il faudrait les encourager davantage. Voilà. Mais, vous avez un projet et vous bénéficiez d'un financement, vous devez battre pour que les choses marchent. Voilà. En tout cas, la plupart des projets qui n'ont pas connu de succès, c'était simplement parce que c'était destiné, en tout cas, aux jeunes qui, en réalité, peut-être manquaient même de conseils, manquaient d'encadrement. Certains même diront simplement que leur ambition, en tout cas, ce n'était même pas de développer un projet pour beaucoup d'entre eux, mais plutôt pour recevoir l'argent et faire autre chose. Donc, on en a eu quelques cas avec la DER. Bon, nous y reviendrons un peu plus tard, etc. Voilà. Donc, et dans la foulée, les ministres de l'époque devaient même dire qu'on va quand même fusionner donc, ces trois structures, à savoir le FNPJ, la neige et surtout l'AGBEF, hein, donc l'Agence de promotion des jeunes de banlieue, hein, pour donc rationaliser les dépenses. C'était même une promesse de campagne donc, du candidat Macky Sall. Et c'est ainsi qu'il avait mis en place ce qu'on appelle l'ANPEJ, l'Agence nationale de promotion de l'emploi des jeunes. L'ANPEJ fusionne les deux. On pense qu'on va rationaliser davantage les dépenses. Mais aussi, l'action sera beaucoup plus efficace, ce qui était salutaire. Mais quelques années plus tard, on a vu que quand même, malheureusement, les résultats ne sont pas du tout encourageants. Raison pour laquelle, à un an des élections, puisque c'était en 2018, donc à un an des élections, le président a mis en place une autre structure qu'on appelle l'ADER, la délégation donc à l'entrepreneuriat rapide, l'ADER, avec déjà ça a un peu de discussion, hein, puisque autant vous avez une structure qui est là, qu'on appelle l'ANPEJ, autant il y a le ministère de l'Emploi aussi avec la direction de l'Emploi, mais on décide, à moins d'un an des élections, on crée encore une structure destinée à financer les projets des jeunes et des femmes, en faisant un tour au niveau du fichier électoral, on se rendra compte que les jeunes et les femmes constituent la majorité. Donc on pouvait penser que c'était une véritable opération de séduction de l'électorat. Mais on ne peut pas non plus reprocher à un candidat de chercher à séduire l'électorat. D'autant plus que c'est une manière quand même, quoi qu'on puisse dire, qui n'est pas mal, c'est promouvoir l'entrepreneuriat. D'ailleurs, si vous regardez un peu les textes de l'ADER, la délégation à l'entrepreneuriat rapide, on rappelle même donc leurs objectifs. Ils ont mis en avant ou en exergue trois objectifs principaux. Le premier, c'est de promouvoir l'entrepreneuriat et les autres entrepreneurs à l'échelle du territoire national. Ce qui est extrêmement important, puisque les entrepreneurs, surtout au niveau local, souffrent terriblement d'un problème d'accès au financement. Ça, on l'a dit en tout cas et redit. On ne fatigue jamais aussi de le dire tant que le problème existe. On sait que même dans les pays développés, ce problème n'est pas réglé, à plus forte raison dans nos pays, voilà, où pratiquement tout est priorité. Hein, mais c'était quand même une chose à saluer. Ensuite, le deuxième objectif, c'est quoi? Créer des emplois pour les jeunes et femmes pour lutter contre le chômage, le sous-emploi, la pauvreté et la précarité. Et enfin, promouvoir l'éclosion des champions nationaux dans les secteurs porteurs pour l'économie sénégalaise et sous-régionale. Donc, en tant que structure, on appelle délégation à l'emploi rapide,
pour les jeunes et les femmes. Pour les jeunes et les femmes. Tout au début même, j'ai posé des questions, voilà, pour un peu rapide, puisqu'en réalité, l'entrepreneuriat quand même répond à certaines normes. Il faudrait notamment être quelqu'un qui est pour le projet, mais surtout, ça nécessite de la patience pour pouvoir réussir dans les affaires. Voilà. Maintenant, cette rapidité devait s'exercer au niveau du décaissement. Maintenant, si la DER continue à concurrencer les banques, alors qu'elle n'a pas la rigueur pour recouvrer les fonds, parce qu'après, on risque d'avoir de voir la même chose que peut-être ce qui s'est passé avec le FNPJ et autres. Voilà. Et on a vu qu'au tout début même, la DER avait mobilisé un montant de 30 milliards destiné exclusivement à financer les projets des jeunes et des femmes. Mais ce qu'on a aussi constaté sur le terrain, la plupart de ceux qui ont bénéficié du financement donc, appartenaient à une formation politique. En tout cas, même lors des soutenances de nos étudiants dans les écoles de commerce de la place, parce que dans les soutenances, surtout les licences 3, ceux qui doivent sortir de la licence, pour beaucoup un peu, ils ont le choix entre présenter un rapport de stage, un projet, encore un mémoire. Mais la plupart d'entre eux qui présentent des projets, parfois on tombe vraiment sur des projets extrêmement intéressants. Et lorsqu'on interroge le promoteur, entre guillemets, du financement, parce que c'est toujours le problème qui se pose, il nous évoque toujours ce problème également. Et lorsqu'on les conseille même de se rapprocher de la DER, la réponse ne change pas. On disait souvent, monsieur, mais si vous n'êtes pas du parti au pouvoir, vous aurez du mal vraiment à bénéficier donc de financement. Je dis que c'est incroyable. Comment un jeune Sénégalais même peut penser ainsi? Ça veut dire simplement que là où ils habitent, et on l'a fait à plusieurs reprises, c'est pas une fois, deux fois, ni trois fois. Et ce ne sont pas non plus des jeunes qui viennent du même quartier. Ça veut dire que, comme dans les universités, c'est le Sénégal en miniature. Donc les gens viennent d'horizons divers. Vous les interpellez par rapport à leur projet, par rapport au financement, mais toujours ce qu'ils disent. Ça veut dire simplement que c'est un financement qui a été téléguidé. J'ai eu à rencontrer quelques personnes. C'était en 2019. Au mois de juillet, précisément, dans la région de Kaolack, lorsqu'on parlait un peu de DER, parce que là aussi c'est une déformation professionnelle. À chaque fois qu'on est quelque part, on discute, mais aussi parfois on échange et on cherche certaines informations. Voilà. En interrogeant certains qui ont bénéficié de ce financement, il y en avait quelques même qui m'expliquaient, disant que oui, ici à Kaolack, en tout cas, on a eu pas mal de financements. Le groupe tel et le groupe tel, ça veut dire que cette personne résonne en termes de responsables politiques, les responsables de ce parti-là, qui sont à Kaolack. En me disant que le groupe de tel autre responsable, pour les financements, les gens ont bénéficié des financements d'un montant de 250 000 pour notre groupe, parce que lui, elle est partie en tout cas du groupe d'un ancien responsable qui a occupé de hautes fonctions dans la République. C'est-à-dire que dans leur groupe, les gens quand même ont pu bénéficier d'un financement de 500 000 francs pour ceux qui ont déposé, ce qui est une très bonne chose. Ma question, c'était la suivante. Qu'avez-vous fait de votre financement? Et avant même de me répondre, cette personne a eu à rigoler un peu. J'ai bien dit. Alors que moi, j'étais quand même dans du sérieux. Disant que j'ai payé mes dettes pour une partie et pour l'autre partie, j'ai mangé l'argent. Et c'est extraordinaire. C'est juste un cas. Je n'ai pas dit que tout le monde a fait ça. Mais c'est-à-dire que lorsque on cherche quand même à financer les projets des jeunes, je pense que si c'était sûr et certain que c'est un porteur de projet, quelqu'un qui a son projet, un projet qui est fiable et viable, lorsqu'on va lui remettre 500 000 francs pour démarrer son projet, il ne va pas penser à agir ainsi. Et les exemples sont très nombreux.
très nombreux. Même autre chose qu'on nous a dit sur ce financement, je pense que ça ne sert à rien peut-être d'en parler ici. Voilà, pour dire qu'il y a eu quand même vraiment un manque de sérieux, quoi qu'on puisse dire. Quoi qu'on puisse dire. Voilà. Je ne m'attendais pas non plus à un taux de recouvrement, en tout cas, très élevé, du moment où beaucoup de ces jeunes-là qui ont bénéficié de ces financements appartenaient aussi ou étaient des militants de grands responsables du parti. Voilà. Et il y avait même autres choses qu'on leur disait par rapport à ce financement-là. Voilà. Si toutefois donc, leur candidat a remporté les élections, et ainsi de suite. Voilà. C'est pour montrer que certes, une structure comme la DER, même si tout au début je ne l'avais pas du tout approuvé quand même, parce que pour moi c'était encore un doublon, puisqu'on avait fusionné les structures de financement de jeunesse qui étaient là pour mettre l'ANPEJ pour changer les dépenses. On dit que tous les moyens qu'on voudrait mettre à la disposition de la terre, on aurait pu renforcer davantage l'ANPEJ. Je pense que c'était véritablement mon point de vue. Voilà. On a pu constater aussi que voilà, la terre sillonnait le pays, rencontrer les gens pour effectivement, en tout cas, essayer rapidement de leur faire bénéficier donc de ces privilèges. Voilà. Après, pour quel résultat? Parce que c'était ça en 2018, 2019. En 2020, on a constaté que c'est vrai que les jeunes ont pris en grande partie quand même les pirogues donc voilà, pour faire de l'immigration clandestine. Ce qui veut dire que pour toute cette manne financière, si vraiment elle était destinée aux porteurs de projets, ceux qui ont vraiment les idées pour à réaliser, ça m'étonnerait que les jeunes puissent prendre autant de risques. Parce que, effectivement, il y a de l'espoir qui est là. Et s'il y a de l'espoir, ça va être difficile pour quelqu'un de risquer sa vie, alors que quand même il a quelque chose à faire ici. Donc, c'est une évidence. C'est pourquoi on pense que vraiment il faudrait quand même essayer de redonner de l'espoir aux jeunes. Comment faire? En les appuyant davantage dans le financement de leurs projets. Un financement qui ne sera pas du tout coloré ou téléguidé. Un financement basé exclusivement sur la pertinence des projets qui sont déposés. Voilà. Il faut revoir l'enveloppe donc, à la hausse, autrement dit, augmenter davantage ce budget. Si en une année, vous recevez les demandes de financement, donc vous avez une idée des besoins, parce qu'il y a même normalement les archives qui sont là, ça pouvait servir aussi donc, de tableau de bord. Donc dans ce cas, on connaît les capacités de l'État, peut-être le reste, il faudrait aller chercher auprès des partenaires. Aussi, voilà, pour appuyer davantage donc, ces jeunes-là. J'ai même vu après certains jeunes bénéficier d'un financement très rapidement parce qu'ils ont cherché à se rendre en Europe, ça n'a pas marché. Ils font partie des rescapés et on voudrait financer leur projet pour les pousser en tout cas à rester donc, au niveau du territoire national au lieu de prendre le risque encore de retourner en Europe. Donc tout ça en tout cas constitue encore un véritable problème à souligner. Il y a beaucoup de projets à exploiter. Il suffit juste de mettre les jeunes dans les dispositions voilà, pour qu'ils puissent quand même les saisir. On a théorisé la notion d'autosuffisance alimentaire. Vous savez, on est en 2020. Le Sénégal a pris son indépendance en 1960. Donc, 60 ans après, donc 60 jusqu'en 2020, donc ça fait 60 ans. 60 ans après les indépendances, on n'arrive pas encore à produire tout ce qui permet de nourrir notre population. Alors qu'au moment où je vous parle, on devait quand même atteindre cette notion-là, on devait atteindre ce niveau d'autosuffisance alimentaire. Au Sénégal, on n'a pas de problème d'eau, du tout. On n'a pas de problème de terre.
Et il y a suffisamment de jeunes. Qu'est-ce qui manque? Donc il faut chercher quand même à mettre une politique de maîtrise de l'eau. Il faut former les agriculteurs. Ils ont besoin d'être formés davantage. C'est très important. Il faut les former, il faut les encadrer. Et au-delà, chercher un peu à bien gérer aussi vraiment les subventions, voilà, touchées par donc, les différents producteurs. Parce que ça va être très difficile d'atteindre l'autosuffisance alimentaire si on n'a pas une bonne politique de maîtrise de l'eau. Si les agriculteurs ne sont pas du tout bien formés, et surtout si les subventions ne sont pas aussi bien gérées. Autrement dit, ce sont les objectifs ou les défis à relever pour vraiment espérer pouvoir produire suffisamment. Dans quel but? Dans le but d'atteindre ce qu'on appelle l'autosuffisance alimentaire. Et cela passe nécessairement par l'augmentation de la productivité. Oui. Extrêmement important, la notion de productivité, parce qu'elle est très faible. Elle est très faible. Parce que jusqu'à présent, voilà, on constate que les gens continuent toujours à utiliser en tout cas les mêmes techniques agricoles, avec très peu de changements. Donc ça veut dire que la productivité reste faible, alors que celle-ci pouvait être quand même vraiment revue à la hausse. Donc il faudrait se fixer des objectifs comme quoi nous devons tout faire pour améliorer de manière considérable la productivité. C'est important, c'est vraiment très important. Bon, il y a quelques efforts fournis par ça et là, surtout avec notamment cette fameuse théorie des semences ou des graines sélectionnées pour les semences. Mais c'est bien. Les engrais, même chose, mais pour la distribution des engrais, par exemple, les gens notent beaucoup de manquements. Autant d'abord pour les semences, la distribution des semences, autant aussi pour les engrais. On se souvient encore, ça ne fait pas encore un an, parce que de hauts responsables du pouvoir se lançaient de colibés dans une discussion interposée avec une fameuse bombe lancée par l'actuel directeur donc, du Soleil, Michel Baye, qui avait demandé à un haut responsable donc, du parti qui était aussi à l'époque vice-président de l'Assemblée nationale, qu'il avait bénéficié d'un financement. Du moins, il a bénéficié de dire que telle personne bénéficie de 2000 tonnes de récolte, de semences. Alors que vous allez dans le monde rural, certains ne souhaitent qu'avoir 50 kilos ou 100 kilos. Voilà. Mais lorsque ce Michel a lancé cette bombe, il oubliait aussi, il ne pouvait pas calculer la réponse que l'autre allait apporter, c'est sa réplique. Il avait dit qu'il était d'accord. Il avait ignoré peut-être, ou il n'avait pas intégré la réplique que l'autre allait apporter. Parce qu'il avait dit que je suis d'accord, j'ai bénéficié de 2000 tonnes de semences parce que je suis un gros producteur, mais il faut publier la liste complète. Vous voyez, la liste complète, ça signifie simplement qu'il n'était pas seul. Et il est même très publié en disant qu'il y a le mari d'une ministre de la République qui avait bénéficié de 4000 tonnes de semences. Je ne l'ai pas dit. C'est lui qui l'avait dit et les articles sont là dans la presse. Vous imaginez? Certains gens, certains 100 000, du moins 100 tonnes, 120 tonnes, d'autres jusqu'à 1000 ou 2000, etc. Donc, on fait la commande, on reçoit, on vend directement à l'usine, on prend l'enveloppe, on met dans sa poche. Vous pensez qu'avec ça qu'on va relancer l'agriculture, qu'on va atteindre l'autosuffisance alimentaire. Donc, c'est une tromperie lourde. J'ai même entendu plus tard que lorsque le président de la République était au courant de ces faits-là, il était dans tous ses états et il avait dit que désormais c'est fini cette notion de groupe producteur. Là aussi quand même, je reste un peu sceptique parce que ça m'étonnerait que le président ne puisse pas être informé donc, de telles pratiques. Il ne faut pas oublier qu'il était ministre de l'Intérieur, donc le premier flic de la République, avant de devenir premier ministre pendant plus de 3 ans. Donc ça veut dire que c'est des choses, forcément il est au courant. Donc ça veut dire que c'est des choses qui se faisaient lorsqu'il était dans le gouvernement
du président Wade. Une fois aussi qu'il arrive au pouvoir, on continue avec les mêmes pratiques, puisque ceux qui sont là, en se réclamant gros producteurs ou autres, ce sont les mêmes personnes qui font du lobbying partout, malheureusement, à leur profit. Mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. On salue quand même cette décision d'éliminer ces gens-là qui se réclament de gros producteurs pour essayer de viser le maximum possible donc d'agriculteurs. Ça, c'est important. Mais si nous voulons quand même vraiment atteindre l'autosuffisance, il faudrait aussi, au-delà, penser vraiment à ce qu'on appelle faire donc vraiment de l'agrobusiness. C'est très important. On ne peut pas continuer à se contenter de produire donc un petit lopin de terre et espérer atteindre l'autosuffisance alimentaire. Et ensuite, c'est pertinemment que dans le monde rural, de manière générale, les gens travaillent de 3 à 4 mois maximum pour rester tout le reste de l'année à faire de petits boulots, à attendre encore le prochain hivernage. Même ceux qui travaillent 11 mois sur 12 ont du mal à vivre correctement. Comment voulez-vous quelqu'un qui n'a de revenus substantiels, qui ne travaille à plein temps que 2 à 3 mois pendant l'année et espérer pouvoir vivre quand même correctement pendant 12 mois? Ça veut dire qu'il faudrait qu'on continue à mettre l'eau à la disposition et aller donc encourager et surtout encore à les encadrer. Donc là, ça dépasse même seulement les jeunes, mais même des adultes, tout le monde a besoin de travail. Voilà. Donc le problème est entier. Il faudrait promouvoir vraiment donc l'entrepreneuriat. Oui. Pour rappeler rapidement une étude faite par l'ANSD, donc l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, qui a été faite en 2017, où dans cette étude, elle nous disait que 96,5% des emplois donc, nouvellement créés sont dans l'informel, le secteur informel. Et ça veut dire que si vous sortez 96,5%, qu'est-ce qu'il nous reste? 3,5%. Ça veut dire que les 3,5% sont les emplois créés dans le secteur formel, autrement dit, public et privé compris. Ça signifie clairement, cela signifie clairement que lorsqu'on termine de faire une formation quelconque ou lorsqu'on termine ses études, on ne peut pas vraiment espérer être recruté donc, dans la fonction publique ou encore dans le privé. Parce que leur capacité est très faible par rapport au potentiel, c'est-à-dire aux demandes d'emploi. On estime que chaque année, réellement, se reçoit au moins 200 000 donc, voilà, nouveaux demandeurs d'emploi. Donc, c'est impératif de promouvoir l'entrepreneuriat. Maintenant, les opportunités existent dans l'agriculture, donc dans l'élevage, dans les services, surtout dans le numérique, qui constitue quand même l'avenir, quoi qu'on puisse dire. Voilà. J'ai parlé de l'agriculture, donc en parlant un peu donc, de l'agrobusiness, moi je pense que lorsqu'on regroupe des jeunes donc GIE par exemple, ils bénéficient d'un financement et d'un encadrement, ils peuvent en tout cas faire de l'agriculture moderne, pouvoir gagner quand même très bien leur vie. Et je peux vous assurer que c'est des jeunes, ce sera des donc ils n'auront plus besoin en tout cas de penser à quitter ce pays ou même à chercher coûte que coûte à être recrutés dans la fonction publique ou ailleurs. Non, du tout. Ils n'en auront pas besoin parce qu'ils savent que ce qu'ils sont en train de réaliser, leurs camarades, leurs amis, autres là, qu'ils connaissent, leurs parents qui sont dans la fonction publique ou qui travaillent, qui sont des employés, n'arrivent pas à le faire. Dans l'élevage, si vous regardez un peu les importations de lait, ça veut dire que c'est des milliards qui peuvent être réceptionnés dans ce pays-là. Si on connaît à renforcer davantage l'élevage avec une production de lait en grande quantité, on organise davantage les secteurs donc, pour la collecte, tout en sachant que les entreprises locales vont privilégier le lait produit localement au lieu d'importer de lait en poudre, voilà, à mettre encore dans des paquets ou à transformer en lait caillé pour les revendre. Oui, c'est ça aussi.
Parce qu'on ne peut pas se développer s'il n'y a pas une articulation entre le secteur primaire et le secteur secondaire. Voilà. Si les gens font beaucoup d'efforts dans le secteur primaire, l'État investit et les accompagne, il va falloir aussi qu'il y ait une adéquation, une articulation entre la politique menée dans le secteur primaire et dans le secteur secondaire. Voilà. Les gens produisent en grande quantité, il faudrait que les entreprises achètent pour transformer. Voilà. Aujourd'hui, quand même, on ne peut pas se contenter de privilégier ce qu'on appelle les exportations de matières premières. Au contraire, il faut transformer sur place avant d'exporter. Là, ça permet en tout cas au pays de réceptionner tout sur la chaîne de valeur. Voilà. Au lieu de gagner des miettes parce qu'on a vendu que la matière première. Parce que c'est quelque chose quand même qui doit être dépassé. Voilà. Et les pouvoirs publics doivent davantage accompagner les gens dans ce sens-là. Voilà. Donc, le problème majeur, en tout cas rencontré par les jeunes qui sont des porteurs de projets, c'est vraiment ce qu'on appelle l'accès au financement. L'accès au financement pour tous. Parce qu'il y en a certains, peut-être à cause de leur engagement ou de leur proximité avec tel monsieur ou tel autre, voilà, ils n'ont pas de difficulté pour bénéficier d'un financement, mais ils sont minimes. Vraiment, par rapport à la majorité. Donc, il faudrait essayer de viser un peu cette majorité pour redonner encore de l'espoir. Vous avez un projet fiable, viable, et vous bénéficiez donc d'un financement, vous êtes sûr que vous serez encadré. Mais aussi, il faudrait, je répète, que les banques continuent aussi à jouer leur jeu. Elles sont extrêmement frileuses. Et le problème, en tout cas, d'accès au financement, surtout pour ces institutions, au niveau de ces institutions, fait que, de manière générale, les porteurs de projets au Sénégal donc, restent toujours confrontés au problème de financement. Voilà, il faut, en plus maintenant des taux d'intérêt élevés, parce qu'on ne peut pas s'attendre à promouvoir l'emploi. Parce que pour créer l'emploi, il faudrait effectivement qu'il y ait un financement. Voilà. Certes, les porteurs de projets, lorsqu'ils obtiennent un financement, leur priorité, ce n'est pas de créer des emplois, mais c'est plutôt de faire de l'argent. C'est clair, c'est l'objectif de l'entreprise. Voilà. Mais pour tous ces demandeurs d'emploi, si beaucoup d'entre eux choisissent ou en tout cas essayent de réfléchir par rapport à l'autre emploi, ça veut dire que déjà, ils vont créer leur propre emploi. Donc, dans ce cas, ce qui leur manque, c'est de bénéficier d'un financement. Quel conseil peut-être avant de finir, c'est surtout de rappeler aux jeunes, de manière générale, que l'entrepreneuriat aussi obéit à des règles. Des règles, notamment de la patience. C'est important, la patience. Voilà, on n'a pas vraiment à commencer aujourd'hui et vouloir rouler en 4x4 dès demain. Non, ça prendra du temps. Il faudrait donner à la monnaie le temps de se former. C'est très important. Tous ceux qui font aujourd'hui la fierté nationale, il faut connaître leur histoire. Vous allez vous rendre compte que ce sont des gens qui n'ont pas débuté. Voilà, en fait, au début, tout n'était pas rose. Hein. Pour donner le cas de Michel Amar, Cheikh Amar, vous prenez le cas de M. Ngom de Sedima, M. Babacar Ngom, qui a démarré son élevage avec à peu près une centaine de poussins, c'est exactement ça, 20 poussins. Voilà, petit à petit, c'est pas ce qui l'a empêché aujourd'hui, voilà, de commercialiser des millions de poussins, en plus d'avoir diversifié son activité. Et maintenant, la Sedima produit donc des éléments de volaille, de bétail pour concurrencer les camps moyens de Dakar, mais aussi de la farine. Donc, mais tout au début, il a démarré avec 120 poussins. Ça veut dire que c'est avec le temps. Donc, il faut être patient. C'est très important. Prenez le cas donc, du grand importateur de riz, le doyen donc, Bokar Sambadje, qui nous racontait qu'au moment où il arrivait à Dakar, c'était avec vraiment moins de 2000 francs en poche. C'est parce qu'il a empêché plus tard de devenir un grand commerçant. Dans l'une de ses émissions à Sud FM, où il racontait qu'il lui est arrivé d'importer 60 000 tonnes de riz qu'il a payé cash. C'est-à-dire qu'il n'a même pas fait de prêt à la banque pour payer donc, l'argent, la commande. Ça veut dire simplement que ça a pris du temps.
Et les exemples sont très nombreux, on pouvait continuer. Hein. Feu Aliou Sow, voilà, paix à son âme. Si effectivement vous écoutez aussi son histoire, on vous raconte son histoire, vous vous rendrez compte qu'il n'y a que la patience qui paye. Voilà. Donc, il faut avoir son projet, avoir ses idées, avoir la conviction que son plan marche, chercher un financement et continuer. Et parfois aussi, je le rappelle, on n'a pas besoin d'avoir un gros financement pour démarrer un projet. Du tout. On n'a pas besoin de ça. Parce que l'essentiel, c'est de démarrer, d'exercer et en cours de route, des opportunités aussi vont se créer. Ça, c'est une possibilité. Des opportunités vont se créer. Donc, d'ailleurs, il y en a certains, souvent, lorsqu'ils ont du mal à trouver un financement parce qu'ils veulent démarrer avec un financement de 3 millions, 4 millions. J'ai même vu des jeunes qui n'ont aucune expérience, qui n'ont pas de seniorité, qui ont un projet qui a démarré avec un montant de 20 ou 30 millions ou plus, etc. Alors qu'on peut encore comment dire, détruire pour reconstruire le projet avec le minimum, on démarre. Et on gagne de l'expérience, on maîtrise davantage le marché et les opportunités vont se présenter en cours de route. Voilà. Mais encore une fois, comme on le dit, le véritable problème pour les jeunes, c'est surtout l'accès au financement. Parce que maintenant, ils savent tous que qu'on soit instruit ou pas, on n'espère pas trouver du travail auprès de l'État. Parce que l'État n'est pas un grand pourvoyeur d'emploi. Voilà. Et de manière générale, le secteur formel n'est pas un grand pourvoyeur d'emploi. Donc, il faudrait chercher avoir son projet, chercher un financement et voilà, maintenant se battre sur le terrain. C'est possible. C'est bel et bien possible. Il faut y croire. Il faut y croire. Il faut y croire. Il faut se battre. Et surtout, voilà, après maintenant, il y a l'environnement économique voilà, qui pourrait aussi voilà, être favorable. Voilà. Mais dans tous les cas, tant qu'on n'a pas, en tout cas, cette politique d'accompagnement des jeunes, des porteurs de projets, j'ai bien dit des porteurs de projets, pas de discrimination. On n'a pas besoin d'être forcément dans une formation politique pour bénéficier. Voilà. Maintenant, peut-être après, les étudiants vont dire que non, ce n'est pas ça, parce que nous, souvent, on finance lorsqu'on lit les dossiers, et on ne voit pas il n'y a pas de coloration. Mais bon, on est tous au Sénégal, hein, on comprend parfaitement comment ça se passe. Voilà. Parfois même, on peut faire du saupoudrage en finançant 20 projets. On prend donc les 18 des militants et on glisse deux personnes qu'on ne connaît pas. Comme ça, lorsque vous parlez, on peut toujours les brandir comme des contre-exemples. Mais je pense qu'il faudrait que les gens soient beaucoup plus sérieux. Qu'on soit beaucoup plus sérieux, qu'on raisonne en termes de citoyenneté. Tous des citoyens sénégalais, les jeunes qui sont donc en ville comme en campagne, c'est-à-dire donc au niveau donc du milieu rural, ils ont tous les mêmes droits. Ils doivent préparer leur avenir et ils veulent aussi réussir comme tout un chacun d'entre nous. Donc cela veut dire simplement qu'il faudrait continuer à réfléchir, continuer à les écouter. Parce que ça fait partie des premières qualités de manager. C'est la capacité d'écoute. Ce n'est pas parce que vous êtes à une station qui permet de prendre des décisions que vous êtes censé tout connaître. Non, du tout. Du tout. Voilà. Vous êtes quelque part parce que simplement les gens ont voté pour vous, ou parce que vous êtes parce que simplement celui qui a en tout cas le pouvoir, le privilège de nommer au poste civil et militaire, parce que c'est la Constitution qui lui confère ce pouvoir-là, voilà, vous a nommé. Mais il faudrait savoir raison garder. En plus, en écoutant les gens, en connaissant le problème, vous êtes sûr, en tout cas, de prendre les meilleures décisions. Ça veut dire que vous n'avez rien à perdre et tout à gagner. Raison pour laquelle, encore une fois, on exerce très vivement, en tout cas, les pouvoirs publics,
les autorités qui sont censées s'occuper en tout cas de ces problèmes d'emploi des jeunes, de financement et autres, d'être encore beaucoup plus donc, rigoureux. Donc, les autorités donc, d'être beaucoup plus rigoureuses dans le choix, mais également aller vers donc, les jeunes. Parce que parfois, il y en a certains, peut-être par manque d'information. Ils ne peuvent pas même aller vers là où ils peuvent trouver un financement. Donc, il faut continuer à communiquer. Certes, de temps en temps, on voit certaines communications qui passent dans les médias. Voilà. Mais, dans les endroits plus reculés, on peut s'appuyer sur la société civile, on peut s'appuyer sur les présidents d'associations, ou encore sur les Badjanokor, et ainsi de suite, pour mieux sensibiliser les jeunes sur les opportunités qui existent, qu'ils peuvent exploiter et qu'ils n'ont pas vraiment besoin de risquer leur vie. Voilà. Donc, l'espoir est là. Et c'est vraiment intéressant de faire quelques reportages sur ces jeunes-là qui, il y a 3 ans, 4 ans ou 5 ans, étaient passés la majorité de leur temps, en tout cas, à prendre du thé ou à discuter avec leurs amis, alors qu'aujourd'hui, ils sont bien assis, financièrement parlant, à cause d'un financement qu'ils ont bénéficié de ces organisations et autres. Et les prendre comme des arguments pour montrer aux jeunes qu'il est possible d'arriver à ce niveau-là ou même de les dépasser. C'est juste une question de patience, mais aussi de conviction, etc. En gros, c'était vraiment ces quelques idées qu'on voudrait partager donc, avec vous, tout en espérant vous retrouver aussi donc, très prochainement sur d'autres sujets relatifs en tout cas à l'économie sénégalaise. Merci beaucoup à tout le monde.